Merci Jacques. Ben voilà, on en a terminé de notre petite présentation. Et maintenant, je vous invite à réouvrir vos micros et vos caméras pour laisser place donc au débat. Tu vas éteindre ton micro, Charles. On vous a laissé sans voix. Alors, est-ce que je peux intervenir? Vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend. Oui. C'est pas très... Moi, j'ai un écho. Je vais laisser quelqu'un d'autre parce que j'ai un écho. C'est pas bon. Je réessaye. Bon, allez, merci d'abord beaucoup pour votre présentation qui est très riche et à deux voix comme ça qui pose bien les enjeux, je trouve. Et je vous l'avais dit certainement, mais je pense que la manière d'intégrer dans l'évaluation l'avis des usagers me semble aussi un point majeur. Et je voulais juste vous donner deux exemples là-dessus. Moi, j'ai eu l'occasion, en tant que bureau d'urbanisme, de faire le suivi du relogement des familles qui sont amenées à déménager dans le cadre des programmes en rue. Et donc, dans le cadre de la communauté urbaine de Lille, il y avait une politique du relogement qui était assez développée, qui faisait justement, qui devait regarder le progrès dans le déménagement des familles et sur le plan social et sur le plan de la formation et sur le plan de l'emploi et sur le plan des revenus aussi et du reste à charge. Et donc, juste un mot là-dessus. Donc, un logement créé provoque 8 déménagements. Donc, vous voyez, l'évaluation du relogement, c'est quelque chose qui est vraiment, enfin, qui représente beaucoup de population et beaucoup de monde, en fait. Et dans notre évaluation, à l'époque, on avait un entretien avec chaque famille à l'issue de 6 mois après son relogement et c'était quelque part la partie la plus importante, j'allais dire, du bilan. C'était le sentiment que donnaient les gens et les photographies dans leur nouvelle situation qui était très importante. Donc ça, c'est un exemple. Et le deuxième exemple que je voulais donner, parce que je trouve que c'est assez remarquable, c'est aux Pays-Bas. Il y a une loi, pour le coup, c'est bien rentré dans la loi, par rapport à ce que Charles pouvait dire. Les espaces publics et la gestion des espaces publics fait l'objet d'une norme. Et donc, chaque mètre carré d'espace public est normalisé dans son état d'entretien et de gestion. Et donc, les habitants sont invités sur des sites tests, en fait, mais ça représente vraiment un volume important, à donner leur avis. Et les notes sont rentrées dans un système de législation nationale. On peut noter de A à D le mode de gestion. Et l'objectif n'est pas du tout de dire on veut que tous les espaces soient en A+, ou soient de très bonne qualité, mais on veut un rapport qualité-prix et un rapport d'usage qui intéresse le plus grand nombre. Et ce n'est pas le service technique tout seul qui décide de refaire une voirie. Si la population considère que c'est pas une priorité, eh ben on le fait pas forcément. Et dans certains quartiers, les habitants sont amenés à dire, ça existe, c'est nous qui nous occupons des espaces verts parce qu'on est plus à même de le faire, on est plus proche du terrain. Et l'argent que vous ne mettrez pas là-dedans, parce qu'on sait combien ça coûte, eh ben, vous le mettrez plutôt dans le service d'une crèche ou de quelque chose dont on a besoin. Donc, cette discussion-là existe aux Pays-Bas sur la gestion des espaces publics et avec les habitants. Voilà. Et c'est vraiment passionnant à regarder.
Ça, c'est sûr que l'évaluation par les habitants, en France, on n'est pas très doué. Charles, ton micro, ton micro. Charles, voilà, tu as coupé le micro. Attention à la dérive. Hein. Attention à la dérive. Je ne dis pas que ce qu'a dit Dominique n'est pas tout à fait pertinent, intelligent, etc. Mais ce n'est pas tout à fait le sujet dans lequel nous étions préparés, nous avions préparé ce rendez-vous. Parce qu'il s'agit d'évaluer au fur et à mesure la progression d'une opération déclenchée à un moment donné avec un système d'acteurs. Et ce n'est pas l'appréciation de l'opportunité de poursuivre sans modification ou pas. Ce n'est pas incompatible. Il faut peut-être que les deux se passent. Mais dans ce cas-là, les choses sont complètement différentes. Dans le premier cas, celui dont on parlait, peut-être au moins celui que j'avais en tête, moi, on a prévu au départ que la troisième année, le 12 novembre, on va commencer, et on donne un délai, va commencer pendant 3 mois, l'évaluation, le processus d'évaluation, qui comprendra au bout de 2 mois, 3 réunions avec machin, etc., etc. Un truc hyper formel, de telle manière que ça ne soit pas contestable et que personne ne puisse l'arrêter. Et puis, ce document étant public, peut éventuellement déclencher autre chose en disant, mais attendez, où est-on en train d'aller? Je vais prendre un exemple, bien entendu, facile. C'est celui du Grand Paris Express. Le Grand Paris Express, c'est une opération qui dure 20 ans. On en entend tous parler, on a des milliers de journalistes, on sait d'ailleurs plus souvent quels sont les morts sur les chantiers que ce à quoi c'est en train de servir. Et puis, peut-être que dans 25 ans, si M. Blanc n'est pas mort, ce que je lui souhaite, on pourra voir si on a atteint nos objectifs. Alors que, dans cette opération-là, il faut voir quels sont les objectifs. Et il faut voir où nous en sommes. Ce qui n'est pas du tout la question d'opportunité. Ce qui n'est pas du tout en train de dire on va changer la ligne 14, donc il ne faut surtout pas faire une évaluation parce qu'on va changer le tracé de la ligne 14, c'est trop tard et compagnie. Ce n'est pas ça le sujet. C'est ce que je me suis fait comprendre. Oui, alors tu as introduit cette notion, je pense, de différence entre l'appréciation et l'évaluation. Et tu as dit que ce n'était pas incompatible. Donc, c'est assez intéressant parce que on pourrait imaginer une opération dans laquelle, en même temps qu'on a tout ce processus d'évaluation, on a de temps en temps un processus d'appréciation. Mais effectivement, la bonne idée serait justement de bien les cloisonner pour qu'ils ne s'hybrident pas l'un l'autre. Sinon, effectivement, on peut aller vite vers des choses très compliquées qui en fait empêchent de faire et l'un et l'autre. Donc, ça, c'est intéressant. Et on peut ajouter à tous ceux qui vont nous dire mais vous êtes des rigolos, ou vous voulez faire des honoraires, ou etc. C'est déjà tellement long, et ça va être encore plus long, mais ce n'est pas possible, etc., etc. Tout ce temps de la guérilla qui est arbitré par le Conseil d'État et où les honoraires donnés aux avocats sont 4 fois, 5 fois, 6 fois ceux qui sont donnés aux urbanistes. C'est-à-dire ceux qui vont contrôler, chercher les petites bêtes juridiques pour essayer de pouvoir bloquer un truc sur un critère qui n'a pas rien à voir. Tout ce temps-là serait au contraire capté pour l'intérêt de tous. C'est pour ça qu'il faut que cette évaluation soit publique, qu'il y ait des réunions publiques pour les transmettre, etc. Voilà. Alors, j'avais un petit message de Jacques Perrotto qui est dans le train, qui a l'air de ne pas pouvoir prendre la parole, alors on va le lire, qui me dit quid de l'évaluation dans le cadre des opérations HQE aménagement, le référentiel prévoit quelques critères, notamment vis-à-vis des objectifs de développement durable.
Oui, on a parlé effectivement, Jacques, du référentiel HQE aménagement ainsi que infrastructure. Oui, oui, on les a évoqués dans les outils dont dispose en tout cas la France pour structurer les méthodes d'évaluation. Je ne sais pas si tu as pu nous écouter à ce moment-là, mais si tu as des éléments supplémentaires par rapport à ce qu'on a dit, bien évidemment, tu peux nous les communiquer. Également, Fabrice, tu m'as envoyé un petit message, tu veux le commenter? Non, c'était juste pour dire que assez récemment, j'avais assisté à une première séance publique d'évaluation d'un nouveau. Alors, ça s'appelle le quartier durable francilien. Alors, ça existe dans plusieurs régions et ça existe à Paris. Ils avaient déjà un référentiel sur le bâtiment durable francilien et ils l'ont étendu au quartier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une évaluation qui est justement publique. Donc, il y avait pas mal de monde et l'équipe vient présenter son projet. Il y a il y a un jury pluridisciplinaire qui écoute et il y a une restitution à la fin qui donne des voies de progrès. Et l'équipe s'engage et donc il y a 3 rendez-vous. Il y a un rendez-vous en phase conception, après en phase chantier et 2 ans après la livraison. C'est juste pour signaler ça. Et puis la difficulté aussi donc on était effectivement ce qui est intéressant, c'est le côté public. La séance était vraiment publique et tout le monde peut intervenir. Et la deuxième chose, c'était la difficulté d'évaluer certaines choses, le côté sensible un peu et qui fait parfois souvent l'attrait d'un quartier. Je pense que c'est pas toujours facile à évaluer au-delà des critères qui sont objectivables. Il y a des choses qui font qu'un quartier est agréable à vivre. Voilà. C'est juste une remarque. Oui, mais tu as raison. On a eu le sujet sur Santiago, c'est tout ce qui est objectif et tout ce qui est subjectif. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour évaluer plutôt les choses subjectives? Enfin, il me semble qu'on a eu ce débat aussi sur la butte rouge. Et finalement, on a essayé de trouver des critères qui permettent d'évaluer des choses qui sont un peu plus subjectives. C'est vrai que c'est une des complexités de notre métier. Ouais. Peut-être pour participer, enfin, deux petits mots, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, très bien. Si. Ça peut couper parce que j'ai quasiment plus de batterie. Mais oui, je pense que c'est excessivement difficile de juger un quartier et donc il faut bien l'évaluer selon certains critères et que selon ces critères. C'est vrai que je trouve que ce qu'on fait sur les cités jardins est intéressant parce qu'en fait, on évalue des espaces qui sont anciens et qui donc pour la plupart plutôt fonctionnent bien. Et donc je trouve que c'est assez intéressant c'est plutôt une évaluation comparaison et ça me semble sans doute plus intéressant. Je ne sais pas si je vous ai toujours, parce que je ne vous vois plus à l'écran. Oui, on t'entend. Voilà. Et donc oui, la ville, c'est quelque chose de vraiment, enfin, ça reste très, très, très complexe. Et donc le problème de l'évaluation, c'est que c'est cette grille d'évaluation. Et finalement, la grille ne fait pas tout. C'est pour ça que moi, ce que disait Dominique, je trouvais aux Pays-Bas, qui est cette façon de pouvoir, quelque part dans le présent, juger comment un espace fonctionne, c'est un élément, même si je pense que notre rôle en tant qu'urbaniste, c'est de construire pour les générations futures, et celles-là, c'est difficile de les faire parler, mais c'est pour ça qu'on est là et qu'on doit les défendre. Mais peut-être qu'on pourrait justement, du coup, imaginer un processus qui évalue tout ce qui est objectivable et qui apprécie, qui laisse à l'appréciation tout ce qui est subjectif. Ouais. Charles veut intervenir. Oui, je lève le doigt parce que je disais tout à l'heure, après la présentation que nous avait fait Laurent, de la norme ISO 37101. Oui. En vertical, nous avions déjà 6 intentions qui figurent dans une norme française, enfin applicable en France. Donc, je veux dire, il faut peut-être se contenter dans un premier temps, nous, Société française des urbanistes, de décliner un tout petit peu, parce qu'effectivement, si on commence à dire le subjectif
ça se discute, et le normatif, ça ne se discute pas, on est perdu parce que tout se discute. Et si je dis ça, c'est parce que moi, ce qui me hante, pardon, mais ce qui me hante vraiment, parce que j'ai arrêté la vie professionnelle il y a un certain nombre d'années, et je vis toujours, et je suis citoyen, et j'observe, c'est le désamour du citoyen par rapport à la chose commune, la chose collective. C'est une position qui est constamment une position de repli, de crainte, alors que c'est tellement intéressant. Il faut au contraire qu'on ait des positions qui redeviennent. Il faudra peut-être encore 20 ans pour que ça y arrive, mais on ne va pas se dire que dans 20 ans, on va encore en être dans le maquis dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas le Conseil d'État qui va décider comment s'appelle une rue à tel endroit. Je veux dire, il faut qu'on arrive petit à petit à ce que l'urbanisme soit une discipline partagée et qu'elle soit subjective peut-être, mais que des philosophes et des professionnels, pas seulement les urbanistes, mais les architectes, les paysagistes, etc., et décliner leur savoir-faire dans les 6 ou 7 grilles d'appréciation. L'architecte, ils nous disent, voilà, moi, dans ces 7 grilles, sur les 6 points de la grille, dans le point 3, mon ambition, c'est de répondre à ça. Et pas simplement, écoutez, alors ça, c'est de l'art, j'ai fait 7 ans d'études, etc. Je veux dire, ça ne marche plus, ça. Je veux dire, ça ne fait que éloigner les gens. Oui. Juste, Charles, pour réagir, ça, je suis assez d'accord, mais en même temps, je pense que c'est par exemple intéressant de faire un parallèle, même si ça peut se rappeler lointain, mais avec moi, j'aime bien toujours comparer l'architecture et le cinéma. Et quand je dis au cinéma, quelque part, un film, s'il a du succès, et ben, on va facilement en faire un autre. Et c'est très difficile de savoir si un bâtiment ou si un quartier a du succès entre guillemets. Il y a ce a du succès qui peut être d'ailleurs un succès critique des pairs du métier, qui peut être un succès plus populaire. Et se poser ces questions, c'est peut-être aussi un moyen d'avancer là-dedans. Alors je ne sais pas comment on pourrait faire, mais je trouve que c'est quelque chose vraiment qui nous manque. Enfin, et puis moi, je dis souvent d'ailleurs, architecte, entre guillemets, on est payé la même chose que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Alors qu'un cinéaste, il va être très vite sanctionné. Alors bon, de quel succès parle-t-on? Je suis d'accord, il y a le succès critique, il y a le succès populaire, mais nous, c'est difficile d'avoir soit l'un, soit l'autre, je trouve. Non, comprenons-nous bien. Moi, je partage tout ce que tu viens de dire à l'instant là. Comprenons-nous bien. Nous faisons des tentatives parce qu'on ne peut pas se contenter de l'application de la loi de 1967 qui a transformé l'urbanisme en France en un maquis juridique arbitré par les instances supérieures du droit. Je veux dire, on ne peut pas continuer avec ça. L'urbanisme, c'est quelque chose qui est merveilleusement intéressant au moment de la civilisation où 100% des gens, petit à petit, sont concernés par le recours aux services, aux bienfaits, au bien-être, etc., qu'a apporté la civilisation urbaine au cours de la fin du XXe siècle et le début du XXIe, la concentration hospitalière, le loisir et tous ces trucs-là. Donc, il faut bien qu'on trouve des biais. Je suis d'accord que c'est pas ça qui va tout révolutionner, mais si ça ramène déjà les gens à s'intéresser au bout de 3 ans où on en est, ça va les faire s'intéresser pendant la 4e, la 5e, la 6e année avant le renouvellement des élus à l'évolution de ce qui a été constaté dans l'évaluation du demi-mandat, entre guillemets. Et petit à petit, on va peut-être rentrer dans un discours associatif qui soit moins concentré sur l'appréciation d'une faute, puisque c'est soit la faute de passer sur mon terrain, soit la faute d'avoir privilégié le terrain de quelqu'un d'autre, quoi. Voilà, le terrain ou les finances de quelqu'un d'autre.
On va s'approcher de la conclusion, je pense. Moi, ce que je retiens, c'est que on vient de mettre en évidence qu'il existe quand même une prolifération de référentiels et de méthodes et de normes dans tous les sens. Donc, c'est vrai que je suis très satisfait de ce rendez-vous parce que finalement, une des responsabilités de la Société française des urbanistes, c'est déjà d'inviter tous les urbanistes à les connaître, à les pratiquer, mais aussi à suffisamment justement les connaître pour les adapter à chaque opération. Parce que aujourd'hui, je trouve qu'on se fait vite embarquer dans des référentiels qui n'ont pas été décidés par quiconque. Voilà, on ne sait pas trop comment ils ont été finalement carrossés. Et donc, il faut être un peu plus subtil, à mon avis, et arriver à déjà à faire un petit peu la part des choses dans tout ce qu'on vient de dire, l'évaluation objectivable, les étalons, voilà, quoi, est-ce qu'on peut proposer des étalons pour commencer à discuter? Et là, par contre, la SFU a encore une responsabilité encore plus grande d'essayer quand même de fournir petit à petit cette collection quand même des endroits où on pense que les choses se sont bien passées et où on a réussi quelque chose d'intéressant. Et pourquoi? Et puis ensuite, oui, avec les apports de Dominique, de Fabrice, d'Éric, on voit bien que il y a aussi cet aspect de l'appréciation qu'on n'avait pas du tout prévu avec Charles, pardon. Donc là, franchement, c'est l'avantage de ces débats et de ce rendez-vous. Mais effectivement, moi, je pense qu'on peut tout à fait mettre des étapes dans l'évaluation qui traite de l'appréciation, sans pour autant lâcher le but de l'évaluation, qui est bien, comme l'a dit Charles, d'arriver à faire ce qu'on s'est dit, pour résumer. Donc, voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter un dernier mot ou si on conclut avec ça. Non, personne ne lève le doigt. Bon, ben écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à Merci proposer de beaucoup. nouveaux sujets, hein, c'est toujours très enrichissant. Et donc, on va faire le film qui va avec ce rendez-vous et on vous donne rendez-vous donc très vite pour un nouveau rendez-vous de la SFU. Très bonne soirée et bonne fête de la musique à tout le monde. Oui. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Oh.